Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 2. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail d'artisans du monde de l'horreur. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cet épisode. J'ai eu la chance d'interviewer Franck Bonhomme, notamment organisateur historique de la Zombie Walk de Bordeaux. Salut Franck, merci d'avoir accepté mon invitation dans Horror News. Bonjour Marc, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, je suis Franck Bonhomme, je vis à Bordeaux. J'ai pas mal voyagé dans le monde et si je suis là avec toi, c'est pour parler, je pense, un peu d'horreur. Et que, moi, je suis un grand fan du genre, dont fait partie l'horreur. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Ça marche. Et du coup, quelles sont tes différentes casquettes dans le milieu horrifique ? D'abord, je suis un passionné, donc j'ai vécu, je me suis abreuvé de tous les films qui sortaient depuis. Moi, je suis quelqu'un de la génération X, donc tu vois, ça fait, je suis né dans les années 60, donc j'ai pu voir pas mal de films et j'ai pu voir pas mal de changements, de développements, de nouvelles orientations, des hauts, des bas. Donc c'est intéressant dans le film du genre de voir tout ça. Et d'abord passionné et ensuite, maintenant que je me suis créé du temps libre, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire distribuer des films d'horreur, de fantastique, en créer, en produire. Puis voilà, donc ça fait pas mal de travail déjà. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui a développé ? Comment est-ce que tu as découvert en fait ce goût pour l'horreur ? C'est quand j'étais petit, hein, donc j'ai commencé à traîner dans les librairies et à découvrir des revues comme L'Écran Fantastique de Alain Schlockoff, de Jean-Pierre Putters, Mad Movie, donc qui sont devenus des amis, bon pas des amis proches, mais des amis avec qui on s'est croisés lors de festivals et puis de trucs qu'on a montés ensemble. Donc à partir de là, dans ces revues-là, il y avait plein de films un peu étranges, un peu bizarres. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, à la télévision, il y avait une chaîne, voire deux, et le seul canal pour voir des films un peu de genre, de science-fiction ou fantastique, c'était comment ça s'appelle, voilà, quand je veux le citer, je ne me rappelle jamais, c'était l'Avenir du futur. Voilà, l'Avenir du futur, c'était le lundi soir. Et c'est là qu'il y a des films comme Omega Man, Le Survivant, avec Charlton Heston, qui m'a marqué, La Maison du Diable, un film qui t'empêche de dormir pendant pas mal de temps, La Revanche des Trifides, c'est un peu avant-gardiste, hein. La Revanche des Trifides, c'est un monde qui est dominé par les végétaux qui disent les humains, vous avez fait des conneries, maintenant c'est nous qui prenons la main sur la nature. Donc c'était avec 50 ans d'avance pratiquement ce film sur le désastre écologiste. Puis plein d'autres films. Donc c'est de là que c'est vrai. Après il y a eu une deuxième étape où l'avènement des cassettes vidéo. Donc là, j'avais plutôt 15-16 ans et j'avais un ami ses parents étaient bien posés, donc il avait pu acheter un magnétoscope, les cassettes ça coûtait super cher, mais pour lui c'était pas un problème. Et donc on se faisait des séances de visionnage de films qui étaient interdits, censurés, en copie pirate. Donc tu vois le côté transgressif, c'est comme ça que j'ai découvert le premier zombie de George Romero, Dawn of the Dead. S'en est suivi Texas Chainsaw, donc Massacre à la tronçonneuse, Cannibal Holocaust, enfin que des films, tu vois, à l'époque pour pervers. En gros, on était considérés comme des gens qui n'étaient pas bien équilibrés. Tu vois, d'aller voir des films d'horreur, tu étais considéré comme quelqu'un de très bizarre, quoi. Et puis voilà, et puis après j'ai découvert le Festival du film fantastique de Paris, au Grand Rex, festival organisé par Alain Schlockoff. Et là, pareil, on avait l'occasion de voir des films qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. C'est comme ça qu'on a découvert le premier Evil Dead, on a découvert de nouveau le zombie, mais en grand écran. Enfin, c'était que des films qui passaient pas en circuit grande distribution. Alors il y avait le Brady, bien entendu, qui est un cinéma à Paris qui permettait d'aller voir des films un peu grindhouse, maintenant qu'on appelle ça comme ça. Maintenant, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était ce genre de film, en double séance. Et donc j'ai mangé du film tant que j'ai pu, j'en ai mangé à la télé, au cinéma, dans les festivals.
Et puis après, cette passion elle n'a fait que s'agrandir. Je n'ai fait qu'en parler autour de moi. Mes enfants, sur les trois, il y en a une qui a suivi les pas de son père et avec qui on a lancé un événement à Bordeaux qui s'appelle la Zombie Walk. Ouais, effectivement, alors c'est comme ça que je t'ai connu, moi, en tant que casquette de l'organisateur de la Zombie Walk de Bordeaux. Pourquoi est-ce que tu as cet amour, en fait, pour la figure du zombie, basiquement? Le zombie, parce que c'est un des personnages importants de l'univers fantastique. C'est pas le premier film d'horreur que j'ai vu. Le tout premier film, c'était sur des monstres. C'était Soudain les monstres, Food of the God. Enfin, un petit nanar hein, maintenant, des animaux qui mangent une nourriture avec comment ça s'appelle, un désastre chimique et d'un seul coup ils prennent des proportions et ils commencent à manger les humains. Après j'avais vu Apocalypse 2024, A Boy and His Dog avec Don Johnson, vraiment génial, un des meilleurs films qui passe d'ailleurs sur Shadows, la plateforme, c'est des amis qui s'en occupent. Donc le zombie, il est arrivé bien plus tard, il est arrivé avec... le premier film de zombie que j'ai vu, c'était pas Dawn of the Dead, puisque lui, je l'ai vu en cassette pirate. Le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 14 ans, le film était interdit au moins de 18 ans. Tu vois, le côté transgressif des choses, c'était le zombie de Lucio Fulci, donc normalement le zombie 3, qui arrive dans la logique hein, de la nuit des morts vivants, ensuite le crépuscule des morts vivants, Dawn of the Dead, et le zombie 3. Et c'est là que j'ai pris le choc du zombie. Il y a eu après Dawn of the Dead. Après, on est arrivé dans les années 90, et là, le zombie, il a disparu. Bizarrement, il a complètement disparu dans les années 90. Donc, je me le suis fait expliquer par un psychologue et un sociologue qui m'a expliqué, c'est normal, le zombie n'apparaît que lorsque les sociétés sont anxiogènes ou quand les sociétés sont dans un cycle négatif. Les sociétés sont dans un cycle économiquement positif, c'est le vampire qui prend le dessus. Et effectivement, dans les années 90 à 2000, il y avait beaucoup de films de vampires. Bon, il n'y avait pas les ressuscités de la Hammer, parce que la Hammer, c'était des films de vampires, mais plutôt fin des 30 Glorieuses. Enfin, donc ça fonctionnait. On était donc le vampire, signe de richesse, etc. Et le zombie, signe, symbole d'une société décadente, en gros. Et donc après est arrivé le 28 jours plus tard de Danny Boy. Et donc là, on était sur le grand débat zombie infecté. Voilà. Et donc, bon, là, le 28 jours, c'est plutôt désinfecté, mais ça rentre bien dans la lignée des zombies. C'est des zombies un peu énervés, donc le zombie, en fin de compte, entre le zombie du vaudou et le zombie moderne, il a évolué comme tout individu. Hein, mais il n'y a pas que les animaux qui s'adaptent à l'évolution. Le zombie a aussi son côté darwinien, il s'adapte. Ouais, et puis ça s'est énormément démocratisé, justement. Il y a eu ce relancement, notamment avec 28 jours plus tard. Et derrière, maintenant, c'est vrai qu'on l'a vu depuis que ce soit en film, en série, en jeu vidéo, en bouquin, enfin, toutes les formes, quoi. Ça a vraiment atteint tous les médias. Oui. De là à parler même de zombiculture. C'est-à-dire que le parallèle avec la pop culture, c'est génial. La zombiculture, c'est on s'approprie tous les univers cinématographiques, littérature, mais aussi toute l'approche culinaire, les vêtements, les bijoux, le zombie, on peut le mettre à toutes les sauces et ça marche. Ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il y a pléthore de films de zombies dans tous les domaines, du zombie moralisateur, du zombie comique, du zombie romantique, même si je suis pas fan hein, de zombie romantique, à la philo, Warm Bodies. Warm Bodies plutôt. Je suis pas fan, je préfère le zombie qui est là pour foutre un peu la pagaille, quoi. Même si, toi, le World War Z, toi, c'est la société va bien, puis d'un seul coup, en une fraction de seconde, paf, apocalypse zombie. Ça bascule. C'est ça qui est intéressant. C'est là, comme dans le remake de Zack Snyder de Dawn of the Dead. Pareil, tout va bien, puis d'un seul coup, paf, au réveil, qu'est-ce qui se passe? On sait plus. On sait pas. Voilà, on s'adapte. C'est ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, alors toi, c'est la Zombie Walk, du coup, ça fait déjà 11 éditions que tu organises. Ouais, on a lancé ça en 2010.
Sur un coup de tête avec ma fille, on s'est dit, tiens, comme on était un peu dans l'univers des zombies, la zombiculture, on est tombé sur une zombie walk qui avait eu lieu aux États-Unis, un article qui est à Monroeville, c'était une association qui a voulu revivre une des scènes du deuxième film de Romero, donc Dawn of the Dead, zombie, les gens appellent comme ça. Et ils ont voulu refaire cette scène d'invasion du supermarché. Et donc, ils ont créé la première zombie walk au monde. Et on s'est dit, mais il y en avait une, on avait vu qu'il y avait à Paris, il y en avait une à Lyon. Et on s'est dit, bah, à Bordeaux, pourquoi pas? Et puis voilà, on a lancé la page Facebook en un mois. Et on a eu 400 participants à la première. Et on est monté en puissance jusque dans les années 2015, où on s'est retrouvé à 5000 sur la place de la Bourse. Donc, il y a plein de vidéos qui traînent sur Internet. Et c'est assez génial. Donc, c'est vrai que je suis étonné que j'ai beaucoup de gens qui reprennent contact avec moi de par cette casquette d'organisateur de la Zombie Walk. Il y a eu un moment donné où, je ne sais pas si tu te rappelles du phénomène des clowns tueurs. Oui. Voilà, donc les gens ne savaient pas trop ce qui se passait. Et donc, il y avait cette problématique clown tueur, zombie walk, etc. Et donc, il y avait déjà des problématiques dans certaines villes sur la faisabilité de pouvoir organiser les zombie walk. Donc, par exemple, c'était Lille. Lille, ils avaient fait une super zombie walk et les autorités politiques ont essayé de la bloquer, de la freiner. Et il y avait les médias nationaux qui m'appelaient pour savoir comment ça se passait à Bordeaux et comment j'arrivais à mettre en place la zombie walk. Et la réponse que je leur faisais, c'est que on a les mêmes problèmes partout, sauf que nous, on fait du rentre-dedans, même si on nous l'interdisait, on la faisait quand même. Ouais. Donc, on conservait le côté transgressif du zombie. Le zombie, il a pas à demander pourquoi il est là. C'est ça qui est intéressant dans l'esprit du zombie. Le zombie, il est là, et puis point barre. Il ne demande pas l'autorisation de déambuler. Et nous, on nous interdisait des fois d'aller dans la ville, et on se débrouillait toujours pour y aller, même s'il ne fallait pas qu'on y aille. Donc, on conservait le côté un peu wide. Et c'était ça qui est intéressant, qui a intéressé beaucoup de monde. Mais bon, à un moment donné, on s'est fait rattraper par la patrouille, comme on dit. Et du coup, comment ça se passe au niveau des grandes étapes de l'organisation sur une zombie walk? Parce que là, tu me disais, par exemple, 5000 personnes. Effectivement, j'imagine qu'en termes d'organisation, ça doit quand même être une grosse machine, non? Alors oui, mais on faisait ça qu'avec des bénévoles, que des passionnés, et on se débrouillait toujours. Sans subvention, sans rien. Donc on avait de compte à rendre à personne. Si on avait 500 personnes, eh ben, on était content. Si on avait 5000 personnes, on était super content. Mais à 5000 personnes, ça a commencé à bouger dans tous les sens. Au niveau des autorités, préfecture, mairie, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Enfin, c'était pas le carnaval, mais on jouait des scènes de combat dans les rues de Bordeaux, les petites rues, entre des survivants et des zombies. Donc les survivants avaient des répliques, etc. Donc c'était des scènes de cinéma que les gens voyaient et personne n'était prévenu. Donc effectivement, ça leur a fait peur. Ça leur a fait peur. Donc à un moment donné, ils ont interdit tout ce qui était réplique d'armes, parce qu'on est rentré dans la phase des attentats et des trucs terroristes. Donc, les survivants, ils n'avaient plus leurs armes pour se défendre, donc ils se sont désolidarisés un peu de la zombie walk. Bon, après, moi, je disais toujours, une zombie walk, il y a besoin de zombies. S'il y a des survivants, tant mieux, mais s'il y a une zombie walk sans survivants, ça reste une zombie walk. Par contre, s'il y a une zombie walk sans zombies, là, c'est une survivane, je sais pas quoi, mais c'est plus la même chose. Et donc, on a perdu une partie des passionnés qui étaient là pour combattre du zombie dans le côté ludique. Et puis après, effectivement, il faut durer, quoi. On en a fait 11. Donc, il y a des cycles qui sont plus ou moins réussis. Mais l'intérêt pour nous, c'est qu'on l'a perpétué. Et on est les seuls en France à avoir réussi à je dirais, 11 années d'affilée. Alors qu'il y a beaucoup de jeux d'autres zombie walk dans d'autres villes, soit qui ont abandonné. Des villes comme Nantes, Toulouse, ils ont abandonné. La ville comme Lyon, ils ont dû arrêter parce qu'eux, ils étaient subventionnés par la mairie, donc ils dépendaient des décisions politiques de la mairie ou des décisions culturelles, alors que nous, on fonctionnait avec notre débrouille. Et donc, on était toujours en mesure de pouvoir l'organiser.
Et c'est pour ça que c'était une des plus célèbres. Et effectivement, pourquoi tu penses que les gens ils ont répondu présents en fait à ces manifestations? Parce qu'ils ont compris que c'était un événement qui était gratuit, qui était offert, où avant que McDo reprenne ce slogan « Venez comme vous êtes », nous, notre Zombie Walk, c'était ça. On n'imposait même pas de thème. Même si on le proposait, les gens venaient vraiment s'éclater. Donc ils venaient dans la Zombie Walk avec l'esprit qu'ils souhaitaient. Donc il y en a qui voulaient dénoncer peut-être l'ultra-capitalisme, il y en a qui voulaient juste faire un peu de cosplay, il y en a qui voulaient se montrer sur leur plus belle apparence avec des super maquillages. Donc c'est ça qui a beaucoup plu et que on avait un public qui est très 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 jeune à la Zombie Walk de Bordeaux. Ça aussi je me le suis fait expliquer. La Zombie Walk de Bordeaux, étonnamment, c'est 2/3 de participantes qui ont entre 14 et 18 ans. Donc je me le suis fait expliquer, et ben, c'est parce que les jeunes filles ont plus de maturité pour jouer avec leur physique. Et le zombie, c'était un moyen de prouver que même en s'enlaidissant, elles arrivaient à rester très attractives. Et c'était... Quand on me l'a expliqué et que je l'ai compris, j'ai trouvé ça super intéressant. Et les participants masculins, eux, ils étaient plus âgés, mais moins nombreux aussi. Donc peut-être qu'ils avaient un petit côté féminin plus exacerbé. Donc le zombie, à mon avis, il est... Faut s'assumer. Ouais, il y en a, il faut s'assumer en zombie, il faut en grimage. Le côté maquillage est beaucoup plus à l'aise entre les mains d'une fille que d'un garçon. Ouais. Donc il fallait alors les hommes qui venaient, les participants étaient plus exubérants, plus créatifs, etc. Et ça donnait toujours un super événement, quoi. Et du coup, là, en parlant d'organisation d'événements, tu m'as parlé que tu étais en train de travailler là, sur un festival majeur fin 2023. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors la Zombie Walk, effectivement, comme j'en avais fait 11 ans, je savais plus voilà, faire une énième Zombie Walk. Donc là, j'ai décidé cette année d'en faire une belle place de la Bourse. On a fait venir un DJ qui s'appelle Le Clown, hein, comme quoi on n'est pas contre tous les genres. Et j'ai annoncé que pour moi, c'était ma dernière. Alors, c'est pas la dernière Zombie Walk parce que j'ai une équipe derrière moi qui va reprendre en main les choses. Et moi, je voulais passer à autre chose, à une étape supérieure. Et quand j'ai découvert le Festival Fantastique du film de Paris au Grand Rex, organisé par Lynch Lecoq, je me suis toujours dit, il faudra que je me fasse moi aussi mon festival. Sauf que entre un festival organisé dans les années 80 et un festival organisé maintenant, avec tous les changements technologiques, tous les changements de consommation du film, ça a changé. Donc j'ai dû penser différemment les choses. Et au lieu de faire un énième festival du film fantastique, j'ai décidé d'agrandir un peu le genre et de l'appeler, d'aller sur ce qu'on appelle le borderline. C'est-à-dire parce que quand j'ai réfléchi un peu aux années que j'avais vécues en termes d'éducation aux films de genre, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'est que les gens qui produisaient ou qui réalisaient ce genre de film, c'était des gens qui ne voulaient pas être mainstream. Des gens qui s'en foutaient que si le film marche ou pas, ils avaient envie de montrer quelque chose de différent, d'aller chercher des limites. Et là, actuellement, dans notre société, il n'y a plus cette proposition. Même si ça revient un petit peu maintenant, mais il n'y a plus. On a vécu 20 ans de films qui sont uniquement guidés par combien ça va rapporter au tiroir caisse. Et les films qui sont un peu transgressifs, subversifs, qui sont un peu underground, etc., ils ont été remisés un peu dans le direct VOD, ou grâce maintenant, ça ressort avec les plateformes de streaming. Et je me dis que ces films-là, il faut qu'ils aient leur chance d'être projetés sur un grand écran. Mais pas que. Parce que maintenant, il faut prendre en compte les changements de consommation. La technologie permet de voir les films chez soi dans des super bonnes conditions. Et donc, le festival que je veux créer et qui va s'appeler le Bordeaux Borderline Film Festival va proposer en multi-canal de consommation des films
qu'on ne verra jamais uniquement chez des distributeurs au cinéma. Donc ça va être une diffusion qui sera, on va dire, tripartie. Ceux qui veulent le voir au cinéma en mode classique, sur grand écran, avec la technologie IMAX, etc., bon, ça sera possible. On proposera une projection sur un lieu atypique, un peu immersif, où on pourra voir le film, mais dans une ambiance un peu plus, comme moi je les ai connus au Festival du film fantastique, où les gens peuvent s'exprimer. Alors c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas ça au cinéma, que les gens s'expriment, parlent, etc. Moi j'aime bien que les gens puissent s'exprimer. Ce que j'aime pas, c'est les mangeurs de popcorn, parce que ça fait du bruit et c'est complètement déconnecté. Par contre, les gens qui ressentent le film et qui s'expriment, j'ai connu ça au festival et c'est génial. C'est un mix, en gros, d'ambiance entre une projection d'un film, un match de foot, et ce qu'on peut imaginer qui étaient les combats d'arène au temps des Romains, des combats de gladiateurs. Et j'ai vu dans des festivals des gens qui s'exprimaient comme ça. Ça existe encore avec le BIF, le festival de Bruxelles, où les gens sont un peu dans la salle. Le Fantasia au Canada, à Québec aussi, qui est un peu comme ça. Et donc moi, je veux donner cette possibilité de vivre des films un peu dans cette... voilà, comment on vit un concert, comment on vit quelque chose, une expérience où on n'est pas assis à regarder uniquement des images. Donc, et troisième canal, c'est de pouvoir le regarder en streaming chez soi. Et donc, là, on discute avec Shadows pour pouvoir monter cette partie de trucs. Parce que l'idée m'est venue de pouvoir le proposer, le festival aussi en streaming, lorsque on était dans la phase confinement et que le festival de Gérard May il voulait exister et il a proposé toute la programmation en streaming. Et c'est la première fois que je pouvais voir le festival de Gérard May avec les films et c'était génial. Et pourquoi ils ne le font plus? Je sais pas, c'était une bonne idée. Je me suis posé la même question. Je voyais tous les grands festivals et tout. Je me suis dit, ah bah super, ils l'ont fait une fois, donc maintenant, ils vont me garder l'option. Exactement. Pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Et non, en fait. Ouais. Donc voilà, dommage. Et Sitges, pareil, à côté de Barcelone, un grand festival de films fantastiques, l'a fait aussi en streaming, et ils ont arrêté. Alors, est-ce que c'est des accords avec les distributeurs, etc. C'est compliqué. Mais voilà, moi, le festival, le Bordeaux Borderline Film Festival, donc un film qui borderline, c'est voilà, on met tout dedans, mais à condition que ça ne soit pas mainstream. Si c'est pour faire des ressucés de trucs qui ont déjà existé, c'est pas intéressant. Ce que j'aime bien, moi, c'est les gens qui sont un peu précurseurs. Un John Carpenter qui balance le premier Halloween, le Wes Craven qui balance les Griffes de la nuit. Mais les premiers, hein, pas. Après, je comprends qu'il faut rentabiliser l'idée, mais voilà, c'est des gens qui. Même Cameron, James Cameron, avec ses premiers films, je sais pas. Celui qui a réalisé le deuxième Alien. Hein. Le deuxième Alien, qui était beaucoup plus action. Mais c'est lui qui a fait Piranha aussi, hein, de mémoire. Le premier Piranha. Même si les derniers ils sont assez marrants. Mais voilà, des gens ou des George Romero qui te sortent à Nuit des Morts Vivants ou Dawn of the Dead, c'est des films que, voilà, ou Tom Hooper avec son Massacre à la tronçonneuse. Actuellement, il y a qui est capable de sortir des trucs comme ça? Il y a Rob Zombie. Rob Zombie, et il est capable de sortir des films très coup de poing, très what the fuck, très gore, très poussé dans les limites. Il y a un réalisateur japonais que j'aime pas mal aussi, Rue Kitamura, qui a fait Downrange. Midnight Meat Train. Voilà, exactement, Midnight Meat Train. Et le dernier que j'ai vu au festival du film de fantastique de Paris, au PIF, c'était The Price We Pay. Ouais, si tu sors de la projection, t'es bien secoué. C'est bien secoué. Tu as un mix entre du massacre à la tronçonneuse et comment ça s'appelle commercialisation d'organes. Voilà, je veux pas trop spoiler le film, mais c'est très punchy. On en sort très secoué des films de ce réalisateur. Donc voilà, il y a des gens qui sont prêts à mettre leur énergie derrière des films pour pas uniquement regarder que le tiroir casse, pour vraiment bouger les gens, bouger leur cerveau. Parce que le but du jeu, c'est quand on va voir un film, si on ne s'en rappelle pas 5 minutes après, pas de grand intérêt. Alors que si on a un film qui marque,
Généralement, les films que moi j'avais vus dans les années 80 qui étaient un peu transgressifs, je m'en rappelle encore. Donc un film que tu te rappelles 40 ans après, c'est que c'est un film qui a marqué l'histoire, quoi. Et du coup, par cinéma, donc tu disais que tu voulais maintenant te lancer sur de la distribution ciné. Ouais. Du coup, est-ce que tu as déjà commencé? Oui, Qu'est-ce que je suis aux prémices. J'ai gardé ma ligne de conduite, c'est être amoureux de ce genre. C'est me faire plaisir avec des films qui me correspondent. Et donc, c'est pour ça que je traîne dans des festivals. Et il y a 3 ans, je suis allé au festival de Sitges et on s'est bouffé. C'est compliqué, les programmations de films de Sitges, parce qu'ils commencent les projections à 11 h du soir. Donc, et les enquilles jusqu'à 5 h du matin. Donc, il faut se caler par rapport à ça. Mais généralement, les films, ils te tiennent bien éveillé. Et donc, il y a 3 ans, j'avais vu le film de zombies, de Rob Zombie, Street from Hell, qui m'avait bien éveillé. Et derrière, il y avait une séance avec trois films à la foulée. Et le troisième s'appelait Bullet of Justice. Un film que je savais pas de quoi ça parlait, je savais pas d'où ça venait, etc. Il y a l'acteur principal qui était venu présenter le film, qui était à la fois aussi producteur, et on regarde le film, et là, le film, je dis, ouais, ce film-là, ça correspond exactement à la thématique de mon festival que j'avais imaginé. C'est un film qui va très très loin dans le grand n'importe quoi. C'est un Mel Brooks, mais qui s'amuse avec tous les grands thèmes d'horreur, de science-fiction, de films d'action, etc. Dans ce film, il y a un guest star qui est Danny Trejo, donc tu vois, c'est le guest star, mais voilà, c'est juste le guest star et il ne sert pas longtemps, mais il sert à lancer le film. Et en gros, ça parle que c'est une Troisième Guerre mondiale où les Américains ont modifié des soldats de leur armée avec les gènes de cochons pour les rendre plus résistants. Et effectivement, ça leur échappe. Et donc, la Troisième Guerre mondiale, en réalité, c'est les cochons qui ont asservi les humains. Et il y a eu un renversement. C'est les cochons qui mangent les humains comme les humains mangeaient les cochons. Et donc, ça part dans des trucs pas possibles. Et je suis tombé amoureux de ce film. Il n'est pas parfait. C'est un film du réalisateur qui avait fait le film Rick Hill, un film de zombie. Le réalisateur, c'est un Bulgare. Et donc, je me suis rapproché du producteur, Timur, qui lui est Kazakhstan. Donc, tu vois, le film, il est bulgare, je sais pas comment on dit, kazakhstanais, bulgare ou bulgaro-kazakhstanais. Donc, il part de loin, si tu veux, en termes pour l'amener sur un marché français. Et je dis, ouais, moi j'aime bien. Moi, tu sais, j'ai fait 20 ans de pub. Et la chose que j'ai appris en faisant de la pub, c'est qu'il faut être disruptif. Donc, il faut pas faire comme les autres. Il faut être là où on t'attend pas. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement par ce film-là que je veux démarrer. J'ai contacté le producteur, il m'a dit on a vendu les droits internationaux à une société en Californie. Je suis remonté à cette société, on a négocié. Shadows m'a aidé un peu dans la démarche parce que je suis complètement novice dans l'histoire. M'a dit comment il faut faire. Et ils ont même négocié un peu pour moi. Et le film était trop cher pour eux. Et j'ai dit mais moi j'y crois, donc je l'achète. J'ai acheté ce film, et donc là, on va le rapatrier, on va le sous-titrer en français. Je vais voir si on va le franciser pour lui donner encore plus de chance. Et on va le lancer dans des projections spéciales pour lui donner, tu vois, parce que si je prends un film comme ça et que je le balance sur le circuit cinéma, il y a zéro chance que les gens soient attirés par ce film. On est obligé de créer une histoire, créer un narratif autour de ce film, créer des partenariats avec les amoureux les amoureux du genre, aussi bien les professionnels que les passionnés. Et donc, on va organiser des projections. Alors, des projections qui vont être atypiques, on va pas, c'est sûr, un peu à la Petite Boutique des Horreurs ou à un autre film qui avait été balancé comme ça, je sais plus, Rocky Horror Picture Show. On va essayer de créer un peu cet engouement.
Et après, on va lui donner la possibilité de vivre. J'ai les droits de ce film pendant 10 ans, donc ça me laisse un peu sur les marchés francophones. Donc voilà, on commence par ce film-là, et après, il y a d'autres films qui vont rentrer. Mais voilà, on va s'essayer sur ce film qui s'appelle Bullet of Justice. Je conseille à chacun d'aller voir les bandes annonces. Vous allez voir, c'est pas mal. Bon, bah, moi, je vais aller voir ça. En tout cas, ça m'a bien donné envie. Et c'est vrai que ouais, bah, tu parlais de Shadows Ouais. et justement de créer le buzz avant d'amener des films comme ça. Et c'est vrai qu'on le voit là, notamment Shadows et ESC Distribution. Ouais. Ils sont en train de proposer Terrifier 2 en ce moment. Ouais. Ça a l'air de plutôt bien marcher en plus. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses justement du retour du gore dans les salles de cinéma? Parce que ça avait déserté malheureusement nos salles pendant pas mal de temps quand même. Oui, tout à fait. Oui, les derniers films gore vraiment dignes de ce nom, c'était les Evil Dead 2, comment il s'appelle? Je confonds toujours Dead Alive ou de Peter Jackson. Dead Alive ou Branded. Ouais, c'est Dead Alive ou Branded selon le truc. Voilà, c'était vraiment des films très très gore. Voilà. Et puis, il y a 2 ans, est sorti, je l'ai découvert au festival au PIF, The Sadness. D'ailleurs, tu parlais de SC, c'est mis dessus. The Sadness. Et là, grosse claque. Là, franchement, je dis, ouais, ça j'ai fait, on est reparti. On est vraiment sur du politiquement incorrect à fond. Le film est vraiment tiré de la BD Crossed, que j'avais adoré, qui est irrégulière dans la durée. Mais The Sadness, c'est un film, je l'ai vu 2 fois, j'ai emmené des gens qui n'étaient pas prêts et qui ont adoré quand même, même s'ils ont bien été secoués. Donc, le gore, si c'est bien amené, c'est génial. Si c'est juste pour déverser des hectolitres de sang pour le fun, ouais, bon, ça c'est limite. Je vais te donner un exemple où j'ai été un peu déçu. C'est cette année, toujours au PIF, j'étais voir Project Wolf Hunting. Toujours, les Coréens c'est un film coréen, ils sont très, très dynamiques sur le genre gore, enfin sur tous les genres même, mais là c'est trop loin, quoi. C'est du massacre. Du début jusqu'à la fin du film, c'est du massacre dans tous les trucs. Mais c'est répétitif. Et donc, si tu fais pas preuve de créativité en mode de gore, bah, tu te lasses vite. Tu t'en lasses. Bon, la scène, tu l'as vue, tu l'as revue, tu l'as revue, etc. Par contre, ceux qui arrivent à inventer des scènes gore que tu n'as jamais vues, je pense à Carrie Balle du Diable, la fameuse où si se passait que prend sa douche, quand tu l'as vu pour la première fois, tu dis waouh. Quand tu vois, Branded, où le gars il fonce dans les zombies avec la tondeuse à gazon, tu dis ouais, bravo. Donc tu es surpris, agréablement surpris, c'est génial. Donc le film gore, oui, il faut qu'il revienne à condition que ça soit pas trop commercial. Il faut qu'on garde son côté. Alors, il y en a qui vont rigoler, mais côté artistique, le gore, c'est intéressant. Je te dis, dans les films que j'ai vus là dernièrement, The Price We Pay de Ryuhei Kitamura, celui qui a fait, on en parlait tout à l'heure, il est pas mal aussi dans le genre. Il n'est pas gore extrême, mais il te remue les viscères, parce qu'il est très, justement, il est viscéral. Il s'attaque aux organes, et tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Ok. Et du coup, là, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de. Alors, petits films. Quand je dis petits films, c'est rien de péjoratif. Hein. Non. Ça veut dire que c'est pas porté par des grosses majors et des gros réals forcément hyper connus, etc. Mais on voit de plus en plus de films qui se montent par justement le crowdfunding, qui sont en fait portés par des amoureux du genre et par les fans. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène? Enfin, c'est génial. C'est génial. C'est comme ça qu'est sorti un film que j'ai adoré, qu'on a porté en France. On est les seuls à l'avoir projeté sur grand écran en France, qui est Wyrmwood, Road of the Dead, film de zombies encore. Il y a eu une suite, Wyrmwood Apocalypse, qui est encore plus dingue, qui est très gore aussi. Et ces films-là, le Wyrmwood Road of the Dead est sorti grâce au crowdfunding avec une campagne Indiegogo. Nous, on a participé en tant qu'association Zombie Walk
Et c'est pour ça qu'on a eu les droits de pouvoir le diffuser en France. Mais c'est génial. Oui, on vit une époque merveilleuse en réalité. C'est-à-dire qu'à l'époque, le cinéma, c'était inaccessible. C'est-à-dire qu'il fallait faire des écoles ou avoir un matériel où tu peux pas te louper, c'était long, etc. Là, maintenant, tout le monde avec un peu de passion, un peu de technologie, et puis un peu, bah, parce qu'il faut un peu d'argent, mais tu peux sortir des films qui sont géniaux, quoi. Terrifier 2, bon, c'est quand même de budget, c'est 450 000 euros, je crois. Ou le premier, non, le premier, pardon, pas le premier. Le premier, ça a été vraiment fait avec Chris Hell. Ouais. Voilà, donc comme le Evil Dead, le premier Evil Dead de Sam Raimi, qui a inventé le process de la Steadicam avec un manche à balai. Voilà, donc je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est la capacité à s'inventer des choses. Alors d'un côté, il y a ceux qui ont les moyens maintenant, comme James Cameron, qui utilisent la technologie à fond pour sortir quelque chose qui nous éblouit. Et de l'autre côté, il y en a ceux qui n'ont pas les moyens de cette technologie et qui vont faire preuve d'une très grande créativité pour sortir ce qu'ils ont en tête sur un écran. Et ça a le même effet. Avec ou sans technologie, l'effet est aussi bluffant et ça marche d'autant mieux qu'on sait que on est proche entre des amateurs, des fans de films d'horreur. On est proche de gens qui sont capables de sortir des films comme ça. Je vais citer un exemple d'un ami en Espagne qui a sorti Fist of Jesus. C'est un moyen métrage. Film très très gore. C'est une tuerie ce film. Fist of Jesus, il doit être disponible sur YouTube ou des choses comme ça, plus ou moins payant selon les versions. Mais le réalisateur s'appelle Marc Velasco. C'est un ami et on a des projets qui vont se mettre en place. Parce que Marc, c'est ton homonyme, a une créativité extraordinaire. Et c'est ça qui est important, c'est La passion. La passion, la créativité. Et dans le genre, si tu n'as pas ça, tu peux pas fonctionner. Il faut avoir un cerveau qui ne fonctionne pas comme tout le monde pour sortir ce genre de film. Si tu es trop dans la norme, si tu es trop, tu vas être trop politiquement correct. Tu vas dire, ah non, je peux pas faire ça. Les gens ne vont pas l'accepter. On s'en fout. Si on veut vraiment enfoncer les murs et pas des portes ouvertes, il faut laisser libre cours à son imagination et dire, ouais, j'y vais à fond. J'en ai rien à faire de ce que les autres vont penser, de ce que je propose, et je le fais. Du coup, là, dans ce que tu me dis, il y a des velléités de production, a priori. Oui, aussi, oui. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Avec mes modestes moyens. Mais voilà, comme on a fait la Zombie Walk pendant 11 ans, on l'a fait sans moyens. On trouvait des subterfuges, on trouvait toujours des bricoles à faire, on mettait un peu d'argent, mais bon, voilà. Mais c'est ça qui fait que quand tu es limité budgétairement, créativement, tu es plus limité, quoi. Ton cerveau, il est en ébullition, et c'est là que tu sors des trucs de folie, quoi. Enfin, tous les grands réalisateurs ont commencé comme ça. Moi, je sais qu'il y a toujours un exemple qui me fait rire, c'est John Carpenter. Tous ses proches disent que lui, systématiquement, quand on venait lui proposer une solution à $1, une solution à $10 et une solution à $100, il prenait toujours celle à $1. Même quand il a eu après un petit peu plus d'argent sur certains films, il essayait toujours d'aller vers la version. Oui, il avait raison. Voilà. Après, c'est ce qui fait le côté transgressif du film de genre. Sinon si tu fais ça avec beaucoup de moyens, c'est moins drôle. Et du coup, alors quelles sont les ambitions là pour l'avenir, du coup? Là, c'est de me mettre à fond dans ce festival, le Bordeaux Borderline Film Festival, BBFF. Donc j'ai beaucoup de travail. C'est de monter la structure qui va chapeauter à la fois la distribution, la production et la réalisation des films. Je suis avec une école, pour parler avec une école à Bordeaux, pour tourner un court-métrage, moyen-métrage, parce que plus on y réfléchit, plus ça prend de forme, plus il y a des idées qui rentrent. Et d'un court-métrage qui devait durer 2 minutes, on en est déjà pratiquement à 20 minutes, et pourquoi pas faire plus. Donc ça va être un film de zombies, et on essaye de se faire un film de zombies sur un thème qui n'a pas encore été abordé. C'est un peu compliqué, parce que les zombies sont partout, hein. Ils ont été... c'est leur rôle, hein.
La horde envahit tous les pans de la société et il faut trouver où est-ce qu'on n'a pas été encore. Un angle là. Voilà. Alors du coup, je demande toujours à mes invités, est-ce qu'il y a un film qui t'a mis une claque dernièrement? Claque dernièrement, c'est The Sadness. The Sadness, ouais, The Sadness. C'est marrant parce que du coup, c'est distribution. Alors évidemment, il me disait qu'il prêchait pas pour sa paroisse, mais il me disait la même chose, de sa veste. Non, mais c'est clair que c'est un film c'est un film miraculeux dans le contexte actuel où tout est lissé, tout est où on parle de wokisme, où il faut faire attention à tout. The Sadness, il fait attention à rien. Je sais même pas s'il y a une version qui a été censurée, mais la version qui est sortie sur les écrans, déjà, elle est énorme. Ils vont très très loin. Ils vont très très loin. Il y a des scènes. C'est marrant, il y a des scènes que quand j'avais vu le premier film, que je les avais réimaginées. Je croyais que je les avais vues, et en fin de compte, je les ai imaginées. Parce que c'était des scènes qui étaient très subjectives. Un peu comme toi, le fameux syndrome du massacre à la tronçonneuse, où les gens sont persuadés d'avoir vu du sang, alors qu'il n'y a pas une goutte de sang, sauf quand ils se coupent la main dans le camping-car. Mais dans Massacre à la tronçonneuse, il n'y a pas de sang, quoi. Il y a des scènes horribles, mais il n'y a pas de sang. Mais les gens imaginent. C'est quand les gens imaginent que ça devient... C'est là que ça fait vraiment peur. En fait. C'est là que ça fait peur, ouais. Bien sûr. Donc ça naît. Après, sinon, oui, après des films. Moi, il y en a un que j'adore, qui a un peu provoqué un peu mon amour pour ce film, pour les films post-apocalyptiques plutôt. C'est Boy and Dog avec Don Johnson. Il est sur Shadows. Ça s'appelle Apocalypse 2024. Et j'adorerais que ce film soit, si chez moi, tant mieux, mais qu'il soit retourné au goût du jour. Mais bon, il y a tellement de choses qui sont intéressantes actuellement. J'adore le qui est sorti là sur Amazon. Enfin, c'est plutôt HBO qui l'a, mais The Last of Us. Enfin, Ouais. J'ai pas encore regardé, mais le premier. les retours sont excellents. Ouais, c'est énorme. Non, et, grâce à, on peut taper dessus, mais grâce à Amazon et Netflix, c'est génial, quoi. Donc, quelle est ton actualité en ce moment, du coup? Mon actualité, c'est la préparation du festival. Hein. Voilà, travailler les partenariats, travailler le montage du site internet. Donc, mais tout ça dans le cadre de la structure qui va accueillir tous les projets cinématographiques. Donc, on discute, on est en phase d'écriture du court-métrage aussi, on réécrit, on essaie de trouver des angles qui n'ont pas été encore abordés. Donc, c'est tout ça, c'est un peu un mélange. Mais mes journées sont un peu un mélange d'idées qu'il faut que je classe pour les mettre sur les bons rails et faire avancer les curseurs à la bonne vitesse et au bon moment. Mais voilà, je vais les années que j'ai devant moi vont être consacrées effectivement du coup au cinéma de genre, mais au-delà. Pour ça que le concept de borderline, c'est ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est sortir les gens de leur zone de confort pour les projeter sur une évolution de ce que peut être l'humanité. L'humanité, pour évoluer, il faut qu'elle s'adapte, faut qu'elle évolue et s'adapte. Si elle reste dans la norme, elle n'évolue pas. Et donc, elle n'a pas à s'adapter, on fait tout pour toi, et tu n'évolues plus, et tu te morphos. Tu régresses. Tu régresses. Tout à fait. Donc, je me sers un peu aussi maintenant de l'intelligence artificielle pour la pousser un peu, voir ce qu'elle est capable de nous sortir sur des projets aussi dingues. Ça marche. Alors du coup, là, je t'ai posé un petit peu toutes mes questions. J'ai toujours quelques petites questions-réponses à la fin, ça s'appelle Rapid Fire. Oui. Donc tu sais, je te propose réponse A ou réponse B, qu'est-ce que tu préfères? Oui. Et voilà, l'idée c'est d'essayer de répondre un petit peu rapidement là-dessus. On commence. Alors d'écouter plutôt effets spéciaux numériques ou pratiques? Pratique, parce que je maîtrise en pratique. Effets numériques, mais je suis une buse, je suis obligé de faire appel à des gens, des techniciens qui m'aident. Donc je suis entouré, j'ai des gens qui sont super bons. Donc moi, ça a toujours été mon grand malheur, c'est que j'ai tout dans la tête et rien dans les mains. Donc je suis obligé d'utiliser les mains des autres pour concrétiser des choses. Plutôt VO ou VF? Ah, VO. Mais après, je vais te raconter des histoires au Festival du film fantastique de Paris Grand Rex. Alain Schlokhoff, il avait le courage de projeter des films japonais en VO, mais non sous-titrés. Donc, je t'explique pas, le film, il avait intérêt à être bon. Et pour tenir le public en haleine. Et le pire, c'est quand le film il était sous-titré et qu'il était mauvais.
Et donc là, tu avais la salle, tu avais 3000 personnes, ce qui remplissait plus que les 2800 autorisés. Et là, tu avais plus de 3000 personnes qui adonnaient les sous-titres pour s'occuper, tellement le film était mauvais des fois. Donc des fois, il faut mieux le film en VO. Bon, après, tout dépend d'où il vient. Hein. Si c'est un film qui vient du Kazakhstan, il faut mieux qu'il soit titré. Plutôt Romero ou Fulci? Romero, sans problème. Même si j'ai baigné dans le Fulci. Mais Fulci, c'est trop contemplatif. C'est long, c'est long. T'as un zombie qui traverse la rue et c'est un quart d'heure dans la scène. Gore ou horreur psychologique? Je suis peu gore. Horreur psychologique, ça me fait trop peur. Tu vois, l'horreur psychologique, un peu à l'exorciste, ça m'a traumatisé. Je suis pas capable de revoir le film en entier. Et quand je l'ai vu une fois, je regardais sur mon lit, je voulais pas fermer les volets. Donc je suis plus l'horreur factuelle. 2D ou 3D? Je vais dire 3D si c'est bien fait. Si c'est fait comme le Avatar, il y a zéro problème. Enfin, la 3D, oui, si on se rend pas compte que c'est de la 3D. On se rend pas compte que c'est du réel. Voilà. Si c'est de la 3D trafiquée comme le Resident Evil chapter final, là, tu sors, t'as les yeux, et tu comprends plus dans quel sens ils sont faits. C'est des super mal faits. Donc voilà, faut pas avoir peur de la technologie dès l'instant où elle est bien maîtrisée. Shaun of the Dead ou Zombieland? Ah, Shaun of the Dead. Pourtant, le choix est difficile. J'adore les deux. Mais Shaun of the Dead, c'est culte. Surtout lorsque il se rend pas compte qu'il est entouré de zombies. Et ça, c'est très vrai. Des scènes du début où il est entouré de zombies, mais il se rend pas compte. Il croit que c'est des gens qui commencent leur travail et qui ont essayé. Tout à fait vrai. Après, le Zombieland, ouais, il est bien aussi. Blu-ray ou VHS? VHS par nostalgie, mais non, pareil, je suis à fond pour la nouvelle technologie. Si on peut voir des films d'horreur bientôt en hologramme ou en immersion complète, je plonge. VHS, attends, ça pique les yeux maintenant. On n'avait que ça à l'époque. Donc, non, VHS par nostalgie, mais voilà, si j'ai le choix de regarder un film, maintenant je le regarde dans la meilleure condition possible. Alien ou Aliens, le retour? Le premier ou le deuxième, en fait? J'ai préféré la version bourrinage de James Cameron, même si le premier, je l'ai vu dans de très mauvaises conditions. Je l'ai vu dans un cinéma à Montparnasse, dans une salle, on devait être 10 personnes. Mais 10 personnes parce que la salle ne pouvait contenir que 10 personnes. Donc tu vois, le Alien dans ces conditions-là, bon, c'est très claustrophobe, donc ça allait bien. C'était un côté... mais après, j'aurais préféré le voir dans de meilleures conditions. Bon, après, je les ai vus 10 fois chacun, mais je préfère le Aliens bourrinage. Cinéma ou home cinéma? Les deux, pareil. Enfin, le cinéma, quand même, c'est le plus intéressant parce que tu emmènes des... Enfin, c'est toute une question de... Quand j'étais gamin, j'allais au cinéma tout seul, je me faisais des séances. J'étais dans des cinémas, j'allais au cinéma tout seul voir de ça dans les grands écrans parce qu'on avait des petits écrans à la maison, c'était pourri, puis on ne pouvait pas les voir sur les petits écrans à la maison. Maintenant, on a des super home cinéma, mais ce qui me fait le choix, c'est de partager le film avec des potes. Que ce soit petit ou grand écran, enfin maintenant petit écran à la maison, non, c'est des grands écrans aussi. Mais voilà, le principe, c'est peu importe, c'est l'instant où tu le partages avec des potes. Et enfin, zombie lent ou rapide? Moi, je préfère les rapides maintenant. C'est l'évolution. Je te dis, le Fulci où ça met 3 heures à se déplacer, et le zombie de World War Z qui se déplace, ou celui du train à Busan. Ouais, train pour Busan. Non, ça donne un peu plus d'adrénaline. C'est clair. Mais bon, après, voilà, il peut être lent, il peut être... tout dépend de l'histoire que tu as racontée. Ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, du coup, on attend de voir ce festival Bordeaux Borderline Film Festival. Exactement, Bordeaux Borderline Film Festival, BBFF. Donc, tout, vous serez prévenus. Hein, donc, puis, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra voir des films qui sont pas prêts, parce qu'on va faire une sélection à ça. Des films que les gens sont pas prêts de voir, quoi. Ça va être le but du jeu. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.